Donc, bienvenue à la troisième conférence qui a lieu dans le cadre des Ateliers des Savoirs, conférence organisée par l'Espace Mondes France. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir et le laboratoire Migrinter avec Adelina Miranda et Anouche Kunt. Donc, ce soir, nous accueillons Patrick Simon pour une conférence sur les discriminations ethno-raciales en France. Donc, vous êtes directeur de recherche à l'Institut national d'études démographiques à Paris. Et depuis le 10 janvier 2018, c'est très récent, j'ai vu que vous étiez détenteur de la chaire Francky, qui est donc une fondation liée aux universités belges. Voilà, donc félicitations. Et donc, je vais pas dire davantage, je laisse à Anouche vous présenter plus amplement dans travaux scientifiques et je vous souhaite une bonne conférence. Merci beaucoup. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Nous nous retrouvons donc pour une nouvelle séance de l'Atelier des Savoirs et nous avons ce soir l'honneur d'accueillir donc Patrick Simon, qui est sociodémographe, directeur de recherche à l'INED, l'Institut national d'études démographiques, et dont les travaux nous ont paru absolument indispensables à l'approfondissement de la thématique qui nous réunit depuis la rentrée, à savoir le lien entre migration et discrimination. Lien que nous examinons dans une perspective pluridisciplinaire, puisque nous avons déjà eu notamment une juriste parmi nous. Vous vous souvenez de la conférence inaugurale de Daniel Lochac, donc une perspective pluridisciplinaire qui interroge le droit, la sociologie, l'anthropologie bientôt, les sciences de la psyché. Il manque sans doute le regard des historiens, mais en tout cas, au-delà de la pluralité des disciplines, ce qui nous intéresse aussi, c'est de varier les approches méthodologiques que l'on peut mettre en œuvre pour rendre intelligibles les discriminations. Or, précisément, Patrick Simon a pris part ces dernières années à une vaste enquête collective intitulée « Trajectoire et origine ». Et cette enquête est destinée à éclairer l'opinion publique, à l'instruire de la réalité des discriminations en France, en donnant à ce phénomène une assise statistique, alors même que la statistique publique s'organise en France autour de points aveugles concernant l'origine ethnique, nationale d'un individu. Alors comment procéder pour mettre au jour, pour quantifier, pour qualifier des phénomènes de discrimination qui non seulement agissent dans la sphère sociale de façon le plus souvent souterraine, mais qui sont également frappés d'une forme d'invisibilité dans la production des données statistiques. Voilà. Merci beaucoup pour cette introduction. Là, c'est le cœur du sujet qui est abordé d'emblée par Anouche. Donc, je suis très heureux d'être ici. Merci de l'invitation. Et pour aborder cette thématique qui est une thématique sur laquelle je travaille depuis plusieurs années maintenant, pas simple à traiter du point de vue des sciences sociales, parce qu'elle fait l'objet d'un certain nombre de conflits ou de controverses sur la façon d'en parler. Des controverses qui existent également dans le domaine de l'antiracisme, avec des divergences assez marquées entre différentes organisations sur l'interprétation et les modes d'action contre le racisme et les discriminations liées aux origines, ou à la religion d'ailleurs, en France. Vous avez peut-être à l'esprit également des luttes discursives sur la façon de parler d'islamophobie ou de racisme anti-musulman, et quelles sont les terminologies et la façon de mettre en évidence les questions que cela soulève. C'est un grand champ d'affrontement, et c'est ça qui rend le travail passionnant également, pour essayer de factualiser, c'est-à-dire rendre visible, rendre compréhensible les mécanismes de discrimination et les conséquences qu'elles produisent sur celles et ceux qui y sont exposés. Alors je vais dans ma présentation essayer de prendre ensemble, d'une part, après une courte présentation de ce qu'on peut qualifier de discrimination, parce que c'est aussi une question de définition que vous avez sûrement déjà abordé dans les séances précédentes, mais je vais y revenir un petit peu, et surtout comment on peut les mesurer, et puis ensuite donner quelques éléments de connaissances qu'on peut retirer à partir de plusieurs enquêtes qu'on a conduites récemment sur cette question. Alors, définir la discrimination, on a tous un peu, évidemment, de façon assez spontanée, une idée qui caractérise les discriminations. C'est une différence de traitement, une inégalité, un désavantage. C'est-à-dire que c'est une différence de traitement négative.
Même si dans l'étymologie, discrimination, c'est simplement faire une différence, une distinction, dans le langage courant et dans les approches en sciences sociales, on parle de discrimination quand cette différence est négative. C'est-à-dire qu'elle a une conséquence négative sur les personnes qui sont traitées différemment. Et quand je dis personne, la discrimination ne s'approche pas uniquement en termes de différence de traitement, mais également sur le motif pour lequel la différence de traitement est opérée, que ce soit le sexe, l'âge, l'origine ethnico-raciale, la religion, l'état de santé, le quartier, les opinions politiques, religieuses ou syndicales. Enfin bref, on peut multiplier les motifs. Aujourd'hui, on est dans une inflation dans la législation antidiscrimination, parce qu'on est à, je ne sais plus si c'est 22 ou 25 motifs de discrimination. Vous voyez qu'on a un champ extrêmement large, dont l'élément central est que cette différence de traitement se fait sur un motif qui, normalement, ne devrait pas produire d'écart ou de différence dans l'accès à des biens, des services, des positions, des chances de vie. Et le motif pour lequel on est discriminé, il y a aussi une autre distinction qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ça n'est pas tant de l'identité qu'une catégorie. C'est-à-dire que quand on dit une discrimination à raison du sexe, le problème n'est pas de savoir si les personnes se considèrent comme des hommes ou des femmes. Le problème est qu'elles sont perçues comme des hommes ou des femmes, quelle que soit l'identité et la signification qu'a cette identité pour les personnes. Et ça vaut également pour la question de l'origine ethnique ou raciale. Le problème n'est pas de savoir si les personnes se considèrent comme blanches ou noires, ou si pour elles c'est quelque chose de très important pour définir leur vie sociale et dans leur relation avec les autres, mais elles sont perçues comme telles, et par cette perception-là, les traitements auxquels dont elles font l'objet prend appui sur cette caractéristique pour les faire accéder dans des conditions différentes à des biens et des services, des positions, ainsi de suite. Donc on veut dire qu'une catégorie de discrimination se produit quand A est traité de manière désavantagée que B, et que ce désavantage est lié à cette appartenance catégorielle, qu'elle soit revendiquée ou qu'elle soit imputée. On peut parler d'auteurs et de victimes, c'est-à-dire d'auteurs de discrimination et de victimes de discrimination, mais en fait, dans la vie sociale, toutes ces divisions-là sont assez floues, parce qu'en réalité, beaucoup de victimes ignorent qu'elles ont été discriminées. Ça se passe dans le flou, dans l'invisible des relations sociales, des décisions auxquelles on est confronté et dont on ignore la cause. Et de même, les personnes qui discriminent, pour une grande partie d'entre elles, le font sans savoir qu'elles sont en train de mettre en œuvre, d'activer des représentations négatives qu'elles ont à l'égard d'une personne pour ne pas l'embaucher dans l'emploi, lui donner un logement en tant que propriétaire ou agence immobilière, ou le noter différemment quand on est enseignant dans des écoles. Donc, finalement, les discriminations, c'est vous, c'est moi qui les produisons, même quand on se croit largement au-dessus de tout ça. Et c'est vous et c'est moi, des fois plus vous que moi, qui les subissent selon les caractéristiques dont on va disposer et qui vont provoquer ou pas ce type de différence de traitement. Alors, j'ajoute également que dans le champ des recherches sur les discriminations, on s'intéresse beaucoup évidemment au caractère négatif, donc au traitement négatif, comme je viens de le dire, mais il y a la contrepartie de ce traitement négatif qui est en fait le traitement avantageux. C'est-à-dire que s'il y a des gens désavantagés, il y en a d'autres qui sont avantagés, par contraste. Et c'est là un autre des domaines des recherches dont je parlerai peu, mais qu'il faut garder à l'esprit, c'est celui de la préférence, du privilège, la suprématie, c'est-à-dire le privilège qu'ont les hommes par rapport aux femmes, le privilège qu'ont les blancs par rapport aux minorités racisées, l'ensemble des désavantages que connaissent celles et ceux qui sont discriminés se traduit pour les autres par plus de progression de carrière, plus rapide, des niveaux de salaire plus élevés, des interactions plus simples dans la vie quotidienne avec la plupart des personnes qui vous entourent. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué à mesurer. Parce que, évidemment, quand on a des avantages, on croit que c'est normal.
on n'interroge pas son avantage, puisque c'est l'ordinaire de son accès. On vous parle poliment, on vous ouvre la porte, ou je sais pas, on vous donne accès assez rapidement à des bénéfices, parce que ça fait partie de l'ordinaire pour vous. C'est quand on commence à avoir des difficultés pour accéder à ces bénéfices qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui se produit, et que ce quelque chose est peut-être lié à autre chose que vos compétences, votre capacité à interagir avec des officiers d'état civil, des responsables d'institutions, mais lié à vos caractéristiques de sexe, d'âge ou d'origine. Du point de vue de l'approche en termes de discrimination, le fait qu'on ne voit pas les auteurs et qu'on ne voit pas les victimes, évidemment, ça rend les choses assez compliquées à factualiser. Et du coup, ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on s'intéresse moins aux actes et aux intentions, et plus aux conséquences. C'est-à-dire qu'en fait, les discriminations, elles finissent par exister quand on voit des écarts, des disparités. Pour donner un exemple assez connu dans les écarts de salaire, si les femmes ont des salaires inférieurs à ceux des hommes à type de qualification et d'activité professionnelle comparables, eh bien, ça se voit essentiellement quand on compare le niveau de salaire des unes et des autres, et ça ne se voit pas quand on interroge l'ensemble des responsables de ressources humaines de toutes les entreprises en leur demandant « et alors vous payez moins bien les femmes que les hommes ?» en fait. Évidemment, ils vont dire non. Jamais on n'en identifiera quelqu'un qui revendiquera le fait de payer moins les femmes que les hommes, en tout cas très 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 rarement. Et donc, si on veut identifier la discrimination, ça n'est pas dans les intentions des responsables de ressources humaines ou des supérieurs hiérarchiques dans les entreprises qui décident de payer moins A par rapport à B, mais c'est dans le fait que A soit payé moins que B et que l'explication la plus probable à cette différence de salaire n'est pas liée à tout ce qui devrait justifier cet écart de salaire, l'ancienneté, l'activité, la compétence, et ainsi de suite, mais c'est lié à autre chose. Et cette autre chose, c'est son sexe, son origine, et ainsi de suite. C'est ce que la loi sur les discriminations reconnaît plus ou moins en distinguant la discrimination directe, qui est celle qui est établie à partir de la prise en compte explicite et directe, donc selon l'expression bien adaptée, d'une caractéristique qui ne devrait pas avoir d'effet dans l'accès à un bien, un service, et donc on fait une comparaison. Et on l'a fait également avec l'autre notion qui est celle de la discrimination indirecte, où cette disposition, c'est la définition qui est donnée ici, un critère, une pratique neutre en apparence, donc à aucun moment on vous dit que vous allez être sélectionné sur la base de votre sexe ou de votre origine ethnique ou raciale, mais dans la pratique, dans ses conséquences, il va y avoir des différences qui se produisent. Et donc la discrimination indirecte se repère en fait par le désavantage qui est obtenu, et ce désavantage, il se mesure par comparaison entre ce à quoi vous accédez et ce à quoi accède quelqu'un qui n'appartient pas ou qui n'a pas les mêmes caractéristiques que vous. Donc si on résume, la discrimination, c'est un désavantage qui s'identifie par comparaison, et on fait une comparaison à partir des catégories auxquelles appartiennent ou auxquelles sont renvoyées les personnes. Alors, l'entrée dans la lutte contre les discriminations à la fin des années 90, c'est une histoire assez courte sur la question de la lutte contre les discriminations en France. C'est une terminologie qui était quasiment pas utilisée dans les années 80, par exemple, ou avant les années 1980. On parlait d'inégalité, on parlait d'intégration beaucoup, quand on parle de minorité ethnico-raciale, mais on ne parlait pas beaucoup de discrimination. Et il faut attendre la fin des années 90, tout le début des années 2000. La première loi sur les discriminations, c'est 2001. Il y avait une loi sur le racisme qui parlait de discrimination qui date de 72, mais la loi sur les discriminations qui s'appelle comme ça, loi sur les discriminations, elle date de 2001. Donc vous voyez, c'est pas si vieux que ça. Et elle fait un pas de côté important, et on a un conflit, en quelque sorte, une concurrence entre deux paradigmes pour traiter des minorités ethniques et raciales. Il y en a un qui est celui de l'intégration. Et l'intégration, c'est quoi? C'est en quelque sorte la réduction des différences entre les minorités et le groupe majoritaire, et la création d'une culture commune, de normes communes, et l'incorporation progressive par les minorités de l'ensemble de ces caractéristiques du groupe majoritaire pour pouvoir se fondre dans la société et accéder dans les mêmes termes que les autres
à la vie sociale et aux ressources de cette société. Donc l'idée de l'intégration, c'est que finalement l'égalité est achevée quand tout le monde a convergé vers quelque chose de commun et que grâce à cette convergence, on bénéficie grosso modo des mêmes chances et des mêmes difficultés liées à sa position sociale, mais l'origine ou les caractéristiques d'origine n'ont plus d'incidence sur votre vie sociale et l'accès à ces ressources. Or, en fait, on sait que ça ne se passe pas exactement comme ça, et ce paradigme-là pose un problème, c'est que il présuppose que l'égalité fonctionne avec l'invisibilité. Il faut être invisible pour être égal. Et donc, dès qu'il y a une différence qui est identifiée, elle peut donner lieu à des traitements négatifs et donc des discriminations. Donc, finalement, la solution, c'est d'arrêter d'être différent. Je grossis un peu le trait, mais c'est un peu ça la perspective du modèle d'intégration. C'est la réduction sur plusieurs générations de ces dissonances, de ces différences, pour créer ce qui est en fait une assimilation, c'est-à-dire l'entrée dans le corps majoritaire à travers ces processus d'incorporation des normes culturelles, des pratiques, et y compris de la façon d'être perçu par les autres. Et à la fin du processus, vous devenez invisible dans la société, et donc vous êtes l'un du nous. Vous êtes un membre à part entière du nous collectif. Avec les discriminations, c'est pas du tout la même question. On inverse les termes du problème. Cette fois, c'est pas tellement la différence qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est les réactions des structures, des institutions et des comportements collectifs à l'égard de ces différences. Et donc l'enjeu de la lutte contre les discriminations, c'est faire en sorte que, qui que vous soyez, vous ayez accès dans les mêmes conditions aux biens et aux services, à la vie en société. Pour prendre une comparaison qui n'est pas celui de l'origine, qui serait celle du handicap, l'intégration, c'est quand une personne qui est à mobilité réduite en fauteuil roulant essaye de rentrer dans l'espace Mendès France, il y a 3 marches pour rentrer, il ne peut pas rentrer, on lui dit « ça c'est dommage pour toi, mais il va falloir que tu marches. On va attendre le temps qu'il faut, mais tu vas finir par marcher, et tu vas être l'un des nôtres, tu vas rentrer, et tu pourras venir dans cette conférence avec tout le monde, dans les mêmes conditions que les autres, puisque tu seras devenu comme les autres. » La lutte contre les discriminations, c'est de dire, il y a un problème avec l'espace Mendès France, les personnes avec un fauteuil roulant ne peuvent pas rentrer dans le bâtiment, il va falloir mettre le bâtiment aux normes, c'est-à-dire rendre l'accès possible à toutes les personnes, quelles qu'elles soient. Le problème, c'est pas la personne, c'est le bâtiment. Et là, si on projette sur le débat autour du paradigme de l'intégration et de la lutte contre les discriminations, c'est que dans la lutte contre les discriminations, ce sont les institutions qui doivent changer. L'enjeu, ça n'est pas de mettre les personnes aux normes, c'est de mettre les institutions, les rendre ouvertes à la diversité. Et vous voyez que il y a en permanence, depuis la fin des années 90, début des années 2000, des contradictions entre cet horizon d'intégration qui est d'essayer de créer une culture commune, une cohésion à travers la ressemblance, et la lutte contre les discriminations, qui est plutôt d'horizon, on peut dire, en prenant des grands mots, multiculturaliste, qui est de dire la diversité est là, c'est pas ça le problème, c'est de faire en sorte qu'elle soit incorporée à l'intérieur et des fonctionnements des institutions et des corps collectifs, des entreprises, des écoles, du fonctionnement de l'ensemble des institutions de la société et des représentations collectives. Donc c'est l'endroit où on se situe, et cette contradiction n'est pas résolue. On vit en permanence cette contradiction dans les politiques qui sont conduites et les discours politiques qui sont conduits autour des questions d'intégration et de discrimination, c'est-à-dire en fait sur la place des minorités dans la société. Doivent-elles être trop visibles, pas assez visibles? Peuvent-elles s'exprimer? Sous quelle forme? Est-ce qu'il faut adapter? Faire des plats sans porc dans les cantines? Pas faire des plats sans porc? Obliger les élèves à manger du porc? Pas obliger les élèves à manger du porc? Vous voyez que là, on est au cœur de la transcription de ce que j'ai écrit de façon un peu abstraite et générale dans des solutions concrètes et des vrais comportements, des décisions que prennent des maires dans des villes de ne pas offrir des plats de substitution ou au contraire de les offrir, de faire des adaptations dans les collectifs de travail pour avoir des pauses prières ou pas des pauses prières, la visibilité de la religion. Bon, la religion est un endroit de crispation assez fort en termes de visibilité et d'invisibilité, mais c'est déclinable sur d'autres sujets. Et donc c'est ça dont il est question. Et ce dont il est question, c'est donc de déplacer la charge
des individus vers la société, et c'est également de passer d'une égalité formelle à une égalité effective. C'est-à-dire de modifier le message républicain de l'égalité, qui est globalement, une fois que le terme est inscrit dans le préambule de la Constitution et qu'il est admis que c'est l'horizon collectif, on a fait le travail. Et si ça ne se passe pas vraiment comme ça dans la vie sociale, c'est qu'on a du mal à faire vivre le message collectif. Or, la lutte contre les discriminations est un enjeu beaucoup plus pragmatique qui consiste à dire, ok, bon, il y a des principes, mais en fait, en pratique, comment ça se passe? Et donc de passer dans l'observation des pratiques, les sélections, les prises de décision dans la vie quotidienne à tous les niveaux, et voir si ces décisions sont impartiales. Alors, je ne vais pas développer trop sur les politiques de lutte contre les discriminations, ça serait un autre sujet, et on pourra en parler peut-être dans le débat, mais vous voyez que dans les politiques de lutte contre les discriminations, ce qu'on veut faire, c'est vérifier l'impartialité des décisions, des processus de sélection, faire en sorte que vos caractéristiques ne vous portent pas préjudice, et éventuellement, si on pense que les écarts de traitement sont tellement incrustés dans les pratiques sociales que c'est très compliqué d'arriver à achever une impartialité de pratique, on peut accélérer le mouvement et faire ce qu'on appelle de la discrimination positive, c'est-à-dire donner des avantages à ceux dont les caractéristiques placent en situation défavorable dans la société. C'est très exactement ce qu'on a fait en politique pour les femmes face aux hommes, constatant qu'après 50 ans, même 60 ans d'accès au droit de vote et à l'élection des femmes, la représentation politique était encore très fortement déséquilibrée, avec une très faible proportion de femmes dans des positions élues à l'Assemblée nationale, bon, je ne parle même pas de la présidence, mais des régions, conseils départementaux et ainsi de suite, ou des maires et des conseils municipaux. Bref, pour rétablir ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a eu un discours volontariste pendant longtemps, et puis au bout d'un moment, on a dit, bon, bah voilà, ça bouge pas. Visiblement, les forces de réaction, les résistances sont très fortes, il va donc falloir faire autre chose, et faire autre chose, c'est dire, on fait la parité, c'est-à-dire que 50% des candidats dans un certain nombre d'élections seront des femmes. Voilà, c'est ce qu'on appelle la discrimination positive. Ce qui s'est accéléré également dans le cadre de l'emploi, avec des quotas d'accès au conseil d'administration des grandes entreprises du CAC 40. 40% des femmes dans les conseils d'administration des conseils d'administration des entreprises du CAC 40 sont obligatoirement des femmes. Ça s'appelle des quotas. Donc, si on transpose, on peut faire la même chose sur le handicap. Je trouve que c'est vrai, ça marche. Enfin, ça marche. Ça existe. Ça ne marche pas très bien, mais ça existe. C'est-à-dire que les entreprises sont obligées d'avoir un quota minimal de personnes en situation de handicap, 6%. C'est plus ou moins appliqué. Si on n'applique pas, on paye des pénalités. Bref, ça c'est un quota également. Donc, si on transpose, on dit les discriminations ethniques et raciales existent, sans doute. Et donc, si on veut rétablir, ou en tout cas agir sur ces discriminations, une des solutions, c'est de faire des quotas, peut-être dans le logement, peut-être dans l'emploi, peut-être en politique, pour les personnes à raison de leur origine. Alors vous voyez, si je dis ça, on conçoit que c'est compliqué. On conçoit que c'est compliqué pour plusieurs raisons. D'abord parce que si on avantage des minorités, on désavantage des majorités. Et les majorités n'aiment pas beaucoup être désavantagées. Et elles sont plus vocales, sont plus expressives que les minorités, la plupart du temps. Puis deuxièmement, il y a une question qui est quand même très importante, et c'est celle qui est marquée en bas de ma slide, là, qui est liée aux mesures des discriminations, mais qui est liée aussi aux politiques qu'on peut mettre en œuvre, c'est qu'il faut faire des catégories. Et autant on est habitué à dire les hommes et les femmes, on n'est pas très habitué à dire les minorités raciales. On n'est pas très habitué à utiliser dans le langage courant, dans nos représentations spontanées, de parler des personnes en disant les noirs, les blancs, les arabes, les asiatiques, de faire des catégories, c'est-à-dire au moment où vous allez, je sais pas, vous inscrire vos enfants à l'école, ou vous enregistrer dans un emploi, ou accéder à une institution. Parmi les questions qu'on vous pose et vous avez l'habitude d'y répondre, quel est votre sexe, votre âge, votre lieu de naissance,
éventuellement votre nationalité, ça vous avez l'habitude de les remplir, mais là on vous demanderait quelle est votre race. Évidemment, si je vous dis ça, tout de suite vous êtes un peu crispé. Donc vous voyez que un des problèmes qu'on a, et qui n'est pas négligeable du tout, c'est que les discriminations ethniques et raciales se produisent à partir de catégories et de stéréotypes dont on pense que les réutiliser est plus problématique que de laisser prospérer les discriminations. On a un hiatus, on a un problème avec les catégories qui est que si on veut qualifier les personnes exposées aux discriminations, il faut réutiliser les catégories par lesquelles elles se produisent. Ces catégories, c'est la nationalité, sans doute, français, étranger, et puis les différentes nationalités possibles, mais pas seulement. Ça concerne aussi des personnes qui sont nées en France ou des personnes qui sont naturalisées et qui ne sont plus étrangères. Donc ça peut être qualifié à partir du pays de naissance. Bon, je suis démographe, alors je suis un peu sensible à ces questions-là. Mais pas seulement, parce qu'on peut très bien être né en France et puis être discriminé. Donc, c'est lié à autre chose. Alors, on a trouvé des solutions un petit peu artificielles, ou en tout cas, disons bricolage, qui sont de parler du pays de naissance des parents. On va dire, vous êtes né en France, mais où sont nés vos parents? Et donc, on va reconstituer une catégorie qui sera les personnes descendantes d'immigrés. C'est ce que je vais faire devant vous dans pas très très longtemps. Et on peut dire, c'est pas mal finalement, on décrit un nombre de personnes qui sont exposées aux discriminations relativement cohérent avec la façon dont les discriminations se produisent, mais en même temps c'est pas complètement vrai non plus, parce que les discriminations, elles ne demandent pas le pays de naissance des parents quand elles se font, enfin évidemment. Quand il y a des discriminations dans l'accès à l'emploi, la plupart du temps les employeurs ne savent pas où sont nés vos parents, ils vous le demandent pas dans votre CV. Donc ils le déduisent à partir de votre nom, éventuellement de votre photo, et donc ils fonctionnent sur des critères qui sont ceux vraiment de la discrimination ethnique et raciale, pas celui de la nationalité à la naissance de vos parents. Donc on essaie de répliquer, mais on n'est pas exactement similaire à ce qui se produit dans la vie sociale. Alors on peut penser que c'est mieux de ne pas faire la même chose que dans la vie sociale, sauf que évidemment on a là un problème de qualification, et vous voyez que la question des catégories devient une question centrale dans la discrimination. C'est la façon dont les discriminations se produisent, c'est à partir des catégorisations, et la façon dont on peut les mettre en évidence, c'est à partir des mêmes catégories. Donc on a un problème de catégories à l'intérieur de l'analyse et de l'action contre les discriminations. Alors comment on fait pour mesurer? Il y a plusieurs méthodes. J'ai évoqué le testing, c'est-à-dire l'envoi de CV à des employeurs. Les CV sont identiques pratiquement en termes de qualification. La seule chose qui va changer, c'est le nom et le prénom des candidats. Et donc, il y en a un qui s'appellera Patrick, ça tombe bien, moi. Et l'autre s'appelle Mohamed. Et on verra que Patrick a 4 fois plus de chances d'être appelé pour un emploi avec exactement les mêmes qualifications que Mohamed, qui en aura beaucoup moins. Ou 2 fois et demi, ou 3 fois, ça dépend des endroits. Et donc, on peut mettre en évidence, mais de façon très très parlante et de façon très expressive, et donc c'est pour ça que ce type de mesure-là est très populaire, on montre l'existence brute de la discrimination. Alors, ça ne marche pas pour toutes les formes de discrimination, c'est assez limité, mais c'est utile. Alors, on peut faire aussi des enquêtes de psychologie sociale, et on montre qu'il y a des biais, c'est-à-dire que les personnes ont des stéréotypes, des préjugés, et on essaie de mettre en évidence qu'ils vont avoir des attitudes plus ou moins négatives à l'égard de personnes ayant des origines ou des caractéristiques qui sont susceptibles d'être, autant les appeler racisées, pour le faire simple. Et donc, on peut mettre ça en évidence, mais on ne sait pas exactement comment ça se traduit dans des discriminations au moment des prises de décision dans les sélections. On peut faire des observations de position, c'est-à-dire on peut regarder ce que j'ai indiqué, les taux de chômage par exemple, ou les niveaux de salaire. Donc ça, on fait des comparaisons. Et on va dire, voilà, là, on peut mettre en évidence, en contrôlant sur l'ensemble des informations significatives, on va mettre en évidence que l'origine joue un rôle significatif. Et puis, on peut poser la question directement, est-ce que vous avez été discriminé? Donc, on recueille l'expérience des discriminations telles que les personnes peuvent les rapporter. Évidemment, quand on pose des questions sur l'expérience des discriminations, ces réponses-là sont très sensibles à la conscience qu'ont les personnes d'avoir été exposées aux discriminations. Par exemple, vous déposez une demande de logement social, vous attendez pendant 10 ans,
vous ne savez pas que votre voisin a déposé la même demande et que pour lui, ça a mis 3 mois. Donc vous ne savez pas que vous avez attendu beaucoup plus longtemps que les autres et que la raison de cette attente, c'est votre origine. Donc comme vous ne le savez pas, si je vous demande est-ce que vous avez été discriminé quand vous avez demandé un logement social, vous direz non. Parce que vous ne le savez pas. Peut-être que ça vous est arrivé, mais vous, on ne vous l'a jamais dit. Donc en fait, vous n'avez pas fait ce travail de comparaison. Il y a d'autres cas de figure où vous l'avez fait. Vous avez demandé un emploi, vous êtes allé là-bas, vous avez souvent échoué, vous avez constaté que d'autres avaient beaucoup plus de facilité à trouver un emploi. Par exemple, vous êtes sorti d'une promotion d'étudiants et parmi vos collègues, tout le monde a trouvé un job et pas vous, avec les mêmes résultats. Donc vous vous dites, il y a quelque chose qui ne tient pas que à moi, à ma qualification, mais ça tient à, par exemple, mon origine, ma couleur de peau. Donc vous pouvez faire des choses comme ça. Et donc, dans ces cas-là, vous allez dire, oui, j'ai été discriminé. Donc vous voyez que plus on va être sensibilisé à la question des discriminations, plus on va être attentif aux formes de refus auxquelles on est confronté, et plus on va pouvoir parler de discrimination. Donc, il y a une sensibilité de la réponse au débat sur les discriminations, une sensibilité aux éléments matériels, aux traces que laissent les décisions. Et puis, il y a aussi le fait qu'on a du mal à parler de discrimination parce que c'est une expérience extrêmement violente. Un peu comparable, alors, toute proportion gardée, aux violences physiques ou sexuelles, dans lesquelles les personnes qui vont les déclarer doivent revivre la scène au moment où elles en parlent, et donc, pour beaucoup, ont des difficultés à répondre à des enquêtes quand on parle de ce type d'expérience. Donc il faut trouver les conditions, les façons d'en parler, et ainsi de suite. Et on a pu constater que, au fur et à mesure que le débat autour des violences s'est développé, et récemment il s'est encore plus développé que dans les 10 dernières années, eh bien on s'attend à trouver des déclarations dans les prochaines enquêtes sur les violences sexuelles notamment, beaucoup plus élevées suite à tous ces débats. Parce que la parole s'est ouverte, parce que ça a suscité un certain nombre de réflexions autour de retour sur sa propre expérience et de verbalisation de cette expérience en termes de violence. De même, pour les discriminations, ça fonctionne de la même façon. Donc les catégories, je l'ai dit, on a un problème particulier en France, et ça, je boucle avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur le modèle français d'intégration. La raison pour laquelle il est encore plus compliqué de travailler sur les discriminations dans le contexte français, c'est que l'horizon d'égalité passe par l'invisibilité. Donc si ça passe par l'invisibilité, reprendre les catégories ethniques ou raciales, c'est formaliser la différence. Et donc en formalisant la différence, on contredit l'idée qui est au cœur du modèle français d'intégration, que les personnes doivent devenir invisibles. Et là, il y a une contradiction qui est difficile à dépasser. On ne va pas ignorer non plus, d'ailleurs, que, évidemment, plus on utilise les catégories, plus celles-ci deviennent importantes dans les représentations des uns et des autres. Donc ça va durcir des identités qui étaient éventuellement moins significatives pour les personnes. Ça, c'est indéniable. Donc ça produit ce qu'on appelle la réification des identités, et c'est incontournable. On ne peut pas faire l'un en évitant l'autre. Et donc, le débat qui est posé dans la situation française, qui est ce que moi je qualifie de choix de l'ignorance, c'est d'éviter de faire les catégories dans l'espoir que sur plusieurs générations, les mécanismes de discrimination vont diminuer grâce à l'entrée dans le groupe commun, le groupe majoritaire, c'est-à-dire dans la capacité à devenir invisible. Alors ça, c'est une vraie question, et c'est ça que je voudrais tester maintenant avec des résultats pour se demander, est-ce qu'on devient vraiment invisible ? C'est-à-dire, est-ce qu'on a des éléments qui nous montrent que les mécanismes de transformation génération après génération produisent ce que le modèle français d'intégration attend, c'est-à-dire une invisibilité, ou en tout cas une entrée dans le groupe majoritaire. Alors je vais donner quelques éléments qui parlent de ça, et d'ailleurs, pour terminer sur ce point-là, souvent la question de la catégorie est renvoyée à l'article 1 de la Constitution, que vous connaissez par cœur, mais quand même là il est remis derrière moi. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Et cette phrase de sans distinction nous ramène à la question de la catégorie. Vous voyez que l'idée, c'est que l'égalité est obtenue grâce à l'absence de distinction. Alors, il y a un désaccord sur l'interprétation de cette phrase. Parce que on peut prendre la phrase, elle est assez similaire, elle n'est pas exactement identique, mais elle est quand même assez proche dans la Constitution américaine. Or, aux États-Unis, on fait des catégories raciales de façon extrêmement obsessionnelle, même on peut dire. Et donc, il y a une incongruité. Pourquoi, avec la même Constitution, quasiment, les États-Unis font des catégories raciales et les Français n'en font pas? Pourquoi on interprète cette phrase-là en France en disant « sans distinction, on ne fait pas de catégorie », et que les Américains, eux, ils comprennent autre chose, ils disent « l'État assure l'égalité, donc comme il assure l'égalité, il doit faire des distinctions pour voir si ça marche ». Ça ne suffit pas de le dire, il faut prouver qu'on fait de l'égalité. Et donc, si on veut regarder si les citoyens sont égaux sans distinction de race ou de religion, eh ben on regarde la race et on regarde si les personnes sont égales, et si elles ne le sont pas, l'État doit assurer l'égalité. Donc vous voyez que la réflexion et l'interprétation autour de cette injonction de la Constitution à assurer l'égalité peut être opposée selon les sociétés, selon leur principe même d'égalité. C'est-à-dire que dans le cas français, c'est l'égalité dans l'indifférence et l'invisibilité. Dans le cas des États-Unis, c'est l'égalité dans la diversité. Ce qui ne fait pas la même chose en termes de résultats et de stratégie. Alors, il se trouve que sur la question des discriminations, l'Eurobaromètre, qui est fait fréquemment, enfin régulièrement depuis 2008, pose la question de savoir est-ce que vous croyez qu'il existe des discriminations liées à l'origine ethnique ou raciale dans votre pays? Et vous voyez ici le résultat du dernier qui a été fait en 2015. Les discriminations ethniques et raciales sont le motif le plus cité dans les questions, puisqu'on demande est-ce que vous pensez qu'il y a des discriminations à raison du sexe ou à raison de l'âge ou du handicap, et ainsi de suite. Et les Européens pensent que ce sont les discriminations ethniques et raciales les plus fréquentes. Et vous voyez que dans la hiérarchie, eh ben, les Français sont ceux qui déclarent le plus qu'ils pensent qu'il existe des discriminations ethniques et raciales dans leur pays. Donc on va dire la conviction qu'il existe des discriminations ethniques et raciales est très forte. D'ailleurs, vous comparez avec les Irlandais et avec les Allemands, de façon très spectaculaire, les Allemands, à 50%, pensent que ça existe, mais 50% pensent qu'il n'existe pas de discrimination ethnique et raciale en Allemagne. Ce qui est une façon de concevoir la situation du racisme dans la société allemande. Donc, on peut dire en France, la conscience de l'existence des discriminations est très avancée. C'est le produit des débats, des campagnes de sensibilisation, des témoignages. Il y a quand même assez fréquemment des articles de presse, des procès parfois, qui montrent qu'elles existent. Donc, malgré cette conviction-là, est-ce que on pense réellement dans le détail que ça existe, et surtout à quoi ça ressemble? Alors c'est ça qu'on va essayer de voir, et on va le faire à partir de résultats d'une enquête qui s'appelle Trajectoire et Origine, que Anouche a évoqué. Donc c'est une enquête collective dont je vais parler moi, mais on était assez nombreux à travailler dessus, qui a été publiée en 2015, mais l'enquête elle-même a été faite en 2008-2009. Elle a été faite avec 22 000 personnes, donc c'est une enquête très très large, dans laquelle on a très nettement surreprésenté les personnes immigrées, les descendantes d'immigrés, donc c'est la catégorie que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire les personnes qui sont nées en France dont au moins un des parents est immigré, la population majoritaire, donc on a choisi cette terminologie, parce qu'on désigne souvent les minorités, mais on ne désigne pas la majorité. Donc là, on a utilisé une terminologie pour caractériser ceux qui ne sont pas immigrés, qui ne sont pas descendants d'immigrés, on les appelle la population majoritaire. Et puis on a aussi identifié les originaires des DOM, qui soient eux-mêmes nés dans les DOM, ou qui soient des descendants d'originaires des DOM, nés en métropole, parce que il se trouve qu'ils se singularisent souvent par leur couleur de peau, et qu'ils ont une situation tout en étant français, et ils font une migration régionale, on peut dire, mais c'est pas exactement la même migration que la migration auvergnate ou poitevine. Et donc, c'est intéressant de regarder quelle est leur position dans le système de hiérarchie, on peut dire, ethno-raciale en France aujourd'hui. Dans cette enquête, on avait posé une question
qui a fait débat sur la couleur de la peau. On faisait une enquête spécifique sur les discriminations, on a posé beaucoup de questions sur les discriminations dans cette enquête, et on se dit ça fait sens de demander aux personnes enquêtées quelle est votre couleur de peau. Et ça a créé une controverse très très importante en 2007, vous vous en souvenez peut-être pas, et cette controverse est montée jusqu'au Conseil constitutionnel, qui a rappelé l'article 1 de la Constitution et qui a dit on peut parler de discrimination ethnique et raciale, mais par contre on ne peut pas demander la race aux gens. Et la couleur de la peau, c'est comme la race. Et donc, parce que ça enfreint l'article 1 de la Constitution sur la loi, sur l'égalité, enfin la France assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction. Donc vous voyez que on nous a demandé de supprimer ces questions-là dans l'enquête, donc on n'a pas posé les questions sur la couleur de peau dans l'enquête. Ce qui veut dire que c'est pas si simple que ça, ce que j'appelle le voile d'ignorance. Vous voyez que ça va assez loin, même dans les enquêtes de sciences sociales, on a un contrôle. On a des limitations dans ce qu'on peut faire. On a fait une autre enquête, alors cette fois on leur a reposé la question, et puis on nous a laissé faire, mais on n'a pas posé vraiment la question de la couleur de peau, on a posé la question, on a demandé aux enquêtés en Île-de-France de s'auto-classer dans des catégories de type ethno-racial qui étaient blancs, noirs, asiatiques, arabes ou maghrébins, et avec des choix multiples, on pouvait dire plusieurs catégories à la fois, et on posait la question de l'auto-classification et la question de l'hétéro-classification, c'est-à-dire comment pensez-vous que les autres vous voient. Donc comment vous vous définissez et comment vous pensez que les autres vous voient. Alors on a fait cette enquête-là en 2015 avec Mireille Eberhardt, et bon, je développe pas, mais je donnerai quelques résultats de cette enquête. Alors pas très peu sur cette catégorie ethno-raciale, parce que c'est pas indispensable, mais c'est pour vous dire qu'on peut le faire aussi quand même. C'est légalement possible de faire, c'est plus compliqué, mais ça n'est pas interdit. Voilà, c'était ça la question qu'on avait posée, vous l'avez sous les yeux, et donc ça donne quelques résultats. Alors, pour commencer, et avant de rentrer dans le détail des discriminations, en France aujourd'hui, la diversité des origines est quand même très prononcée, vous le savez, même si l'immigration n'est pas à des flux extrêmement spectaculaires depuis de nombreuses années, c'est une infusion lente, selon l'expression consacrée, et aujourd'hui, 5,8 millions de personnes sont immigrées, ça représente à peu près 9% de la population en France. 6,7 millions sont des descendants d'immigrés, c'est-à-dire sont nés en France d'au moins un parent immigré, vous vous souvenez de la définition, ça fait à peu près 10% de la population. Ce qui veut dire qu'il y a à peu près 20% de la population qui, sur la première ou seconde génération, est en lien avec l'immigration. Alors ça, c'est pour l'ensemble de la France. Quand on prend les 18-50 ans, qui sont les groupes qu'on a enquêtés, vous avez ici le résultat, 76% de la population peut être qualifiée de majoritaire, 24% est donc d'origine immigrée sur 2 générations. Mais si on resserre la focale sur l'Île-de-France, où se concentre quand même une grande partie des flux d'immigration avec la Rhône-Alpes et puis la région marseillaise, et puis le Nord-Pas-de-Calais, 57% de la population peut être qualifiée de population majoritaire, donc 43% de la population est d'origine immigrée sur 2 générations. Donc, on est pratiquement à la moitié-moitié, ce qui veut dire que le caractère multiculturel de la population francilienne est très avancé, et quand on resserre encore la focale dans le département, un des départements les plus pauvres de France, qui est la Seine-Saint-Denis, que vous connaissez sans doute parce que il y a beaucoup de cités iconiques, et c'est là que les émeutes de 2005 ont commencé. Là, on est dans l'inversion des minorités-majorités. 75% de la population est d'origine immigrée, 25% peut-être qualifiée de majoritaire. Ce qui veut dire que la vie sociale de la Seine-Saint-Denis est très très marquée par cette diversité. Pour tous ceux qui ont fréquenté ou qui sont allés en Seine-Saint-Denis ou dans l'est de Paris, c'est très notable dans l'expérience quotidienne. Donc cette expérience de cosmopolite de diversité est très présente. Alors ça se voit pas beaucoup dans les élus de la Seine-Saint-Denis. Ça reprend ce que je disais sur les femmes tout à l'heure. Il y a 9 députés de la Seine-Saint-Denis, 8 sont, pour le dire comme ça, blancs, et 1 est d'origine africaine. Donc, il y a encore un petit travail pour arriver à retrouver le reflet de la composition de la population francilienne, du département, mais vous voyez que on a là des caractéristiques sur lesquelles j'insiste un peu, pas seulement parce que je suis démographe, mais quand on pose la question des discriminations ethniques et raciales, ça a du sens du point de vue des minorités qui y sont confrontées, évidemment, mais
maintenant, on peut dire que ça a du sens du point de vue de l'organisation de la société. C'est-à-dire que l'organisation d'un marché du travail avec des hiérarchies ethno-raciales dans ce marché-là, ça n'est pas que des conséquences pour les minorités qui ont plus de mal à trouver de l'emploi ou qui sont consignées dans des emplois plutôt subalternes, c'est aussi des conséquences sur l'organisation même du marché du travail. C'est-à-dire que la logique de fonctionnement du marché du travail est racialisée. Ça veut dire que la logique de fonctionnement du marché du logement en région parisienne est racialisée. Ça veut dire que la logique de fonctionnement du marché éducatif dans les régions de forte concentration de minorités est racialisée. Ça veut dire que la composition des collèges n'est pas la même selon les secteurs attractifs ou pas attractifs, et que cette distribution dans les collèges ou dans les lycées ou dans les écoles primaires n'est pas seulement une ségrégation de type social, elle recoupe des ségrégations de type ethno-racial. Ça se verrait pas si c'était 2% de la population qui était blacklistée, par exemple les Roms. Bon, les Roms représentent une petite portion de la population française. Localement, ça peut être spectaculaire, mais c'est quand même pas non plus aussi important que ça. Donc, on peut parler des discriminations envers les Roms qui sont très 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 spectaculaires et bien supérieures à ce qu'on peut observer pour les autres groupes, mais ça ne transforme pas le mode de fonctionnement des institutions. Par contre, les discriminations ethno-raciales changent le fonctionnement des institutions. Et notamment parce que les données démographiques sont là. Alors la première façon dont on peut décrire ces discriminations, c'est sur l'emploi. J'ai délibérément choisi de squeezer l'emploi. Je dirais deux choses sur l'emploi. D'une part, on sait que les taux de chômage sont bien supérieurs chez les populations immigrées que chez les populations non immigrées, et qu'elles sont très supérieures chez les populations immigrées, pas n'importe lesquelles. C'est originaire du Maghreb et d'Afrique subsaharienne, un petit peu moins d'Asie et assez élevé du côté de la Turquie. Par contre, le taux de chômage est plus faible chez les immigrés originaires d'Espagne, d'Italie ou du Portugal, par rapport à la moyenne en France. La mauvaise nouvelle, c'est que le taux de chômage des descendants d'immigrés, dont on aurait pu s'attendre que, ayant été scolarisés en France, socialisés en France, ayant amélioré considérablement leur niveau de qualification, de compétences par rapport à leurs parents, ils aient accès à des emplois de meilleure qualité, dans des meilleures conditions. Eh bien, le taux de chômage des descendants d'immigrés originaires d'Afrique, dont les parents sont originaires d'Afrique subsaharienne ou du Maghreb, est supérieur à celui des immigrés. C'est-à-dire qu'on n'a pas une amélioration de la situation d'une génération à l'autre, on a une dégradation de la situation d'une génération à l'autre. Et cette dégradation, elle se produit principalement, enfin, elle se produit en partie parce que, précisément, il y a une mobilité sociale et une mobilité professionnelle. Les descendants d'immigrés se présentent dans des secteurs d'activité où ils ne sont pas attendus. C'est-à-dire trouver du travail quand on va être dans la restauration ou le BTP ou l'emploi industriel faiblement qualifié, qui existe beaucoup moins mais qui existe encore. L'origine n'est pas un handicap dans ces cas-là, c'est même souvent un point de comparaison avec le reste des employés qui ont les mêmes origines que vous. Par contre, quand on commence à arriver dans des emplois tertiaires, moyennement qualifiés, dans des emplois l'informatique, la logistique supérieure, les avocats, ingénieurs, médecins, là, l'origine, ça devient le critère de distinction extrêmement significatif, c'est-à-dire que la discrimination est plus forte, d'une certaine façon, dans les métiers à forte qualification que dans les métiers à faible qualification. Ça, c'est pour la question de l'emploi. Il y a un autre élément sur lequel je reviendrai plus tard, qui est souvent, les femmes ont des positions moins privilégiées que les hommes en général sur le marché de l'emploi. Dans le cas des minorités visibles, pour les appeler comme ça, c'est l'inverse. Les hommes ont des positions plus difficiles que les femmes originaires des mêmes pays ou ayant les mêmes caractéristiques d'origine que les hommes. Que les femmes. Bon, bref. Les hommes ont des taux de chômage un peu supérieurs, et donc cet élément-là qui en général est inversé dans le reste de la population, le stigmate qui porte sur les hommes des minorités visibles les met en situation plus compliquée sur le marché de l'emploi que les femmes de même origine. Alors on a la même information sur les ségrégations spatiales. La concentration dans des quartiers, on a dans l'enquête, on avait la composition des quartiers où vivaient les personnes enquêtées.
Donc vous avez le résultat ici. Ici, ce sont les proportions des enquêtés qui vivent dans les quartiers avec les plus fortes concentrations de population immigrée. Alors, évidemment, on peut s'attendre à ce que les immigrés habitent dans des quartiers où il y a beaucoup d'immigrés, mais dans quelles conditions? Vous voyez qu'ici, la population majoritaire, un peu plus de 10%, vit dans des quartiers à forte concentration d'immigrés. L'écart est spectaculaire. 70% des migrants d'Afrique sahélienne vivent dans des quartiers à forte concentration de population immigrée. Un rapport de 1 à 7. Et la mauvaise nouvelle, c'est que les descendants d'immigrés des mêmes origines vivent un peu moins souvent dans des quartiers à forte concentration d'immigrés, mais restent quand même dans le même type de quartier. Vous voyez que la diminution n'est pas spectaculaire, elle est plus forte pour les originaires d'Asie du Sud-Est. Je vais dire ici, pardon. Elle est plus forte pour les originaires d'Afrique du Sud-Est, où on a une diminution assez sensible de la proportion de descendants d'immigrés asiatiques qui vivent dans des quartiers à forte concentration d'immigrés. Elle est beaucoup plus faible, cette variation, pour les autres groupes, ce qui veut dire qu'il y a quand même une reproduction très très forte du système de ségrégation. Et on trouve la même information si on regarde le niveau de revenu de ces quartiers. C'est-à-dire, cette fois, ce n'est pas l'origine des habitants qui est pris en compte, c'est quelle est la proportion de personnes qui vivent dans des quartiers avec les plus faibles revenus, dont les habitants ont les plus faibles revenus en France, donc les quartiers les plus pauvres. Vous voyez qu'on a encore un écart assez spectaculaire. 7% de la population majoritaire vit dans des quartiers marqués par les très faibles revenus. C'est le cas de 35% des immigrés d'origine algérienne. Donc on a un écart qui est de 1 à 5. Et cet écart-là ne se réduit pas beaucoup pour les descendants d'immigrés, vous voyez encore une fois, et même pour les descendants d'immigrés d'Afrique subsaharienne, ils vivent encore plus que leurs parents dans des quartiers très pauvres. Ce qui veut dire que le système ségrégatif limite la mobilité sociale résidentielle. Il y a plus de difficultés de sortir des quartiers en difficulté ou des quartiers pauvres pour la seconde génération par rapport à la première. Ce qui interpelle fortement les mécanismes de mobilité dans la société française, alors même que les niveaux de revenus ou les caractéristiques de ces familles sont plus les mêmes, notamment parce que la taille moyenne des familles des descendants d'immigrés est très proche de la moyenne en France. Donc l'explication qui est, ils ont des grandes familles, c'est compliqué de trouver des logements avec 5 enfants, 6 enfants, ce qui est effectivement des cas de figure qui se trouvent chez les parents d'origine africaine ou maghrébine. Eh ben, pour les enfants, ça vaut pas. Pour les descendants, ça n'est pas ça qui fonctionne. Et malgré tout, ils vont se retrouver canalisés plutôt dans des quartiers où le niveau de ressources est très faible. Et quand on essaie de contrôler, donc là, on fait un exercice mathématique qui est une régression logistique, c'est-à-dire qu'on contrôle pour les variables qui expliquent le type de logement dans lequel on vit. Donc on fait un exercice dont, pour le dire de façon assez simple, on compare quelle est la proportion de personnes qui vivent dans des quartiers à faibles ressources alors qu'elles ont le même niveau de revenus, la même composition familiale, les mêmes emplois, les mêmes origines sociales, le même sexe ou et vivent dans les mêmes villes que des personnes qui sont donc identiques à elles, à part leur origine. C'est clair pour tout le monde. Et quand on regarde cet exercice, vous voyez ici les écarts qui sont sur la droite du graphique en couleur. Toutes ces personnes-là ont des risques de vivre dans des quartiers à caractéristiques égales aux autres, de vivre dans des quartiers à faibles ressources, de 1,5 à 2 fois supérieurs à des personnes qui n'ont pas leur origine. Alors que pour les personnes d'origine portugaise, donc vous voyez ici, pour les personnes d'origine turque et asiatique, il y a des petits écarts, mais ils ne sont pas significatifs. Donc en définitive, quand on contrôle par leur niveau de ressources, elles n'habitent pas plus souvent dans des quartiers à faibles ressources. Par contre, pour les personnes d'origine portugaise ou italienne, vous voyez qu'elles ont moins de chances que la moyenne de vivre dans des quartiers de ce type de quartier avec les mêmes caractéristiques. Donc il y a même un avantage sur le marché du logement, ou en tout cas une stratégie résidentielle qui va se repérer pour les personnes d'origine européenne qui vivent en France. On a à peu près la même chose si on regarde des données plus récentes de 2015, qui sont la proportion de personnes qui vivent dans des quartiers à fort taux de chômage en Île-de-France. Je ne commente pas, mais vous voyez qu'on a ici
à peu près 50%, plus de 50% des descendants d'immigrés des minorités visibles qui vivent dans des quartiers avec des très forts taux de chômage, alors que c'est le cas en moyenne de 20%, 22% de la population majoritaire. Donc l'écart dans l'agglomération parisienne est extrêmement spectaculaire également, compte tenu des niveaux de ségrégation qu'on trouve localement. Alors quand on pose la question directe aux enquêtés, est-ce que vous avez vécu une discrimination dans les 5 dernières années? Ça, c'est le résultat. Quel que soit le motif de discrimination, vous avez à peu près 10% de la population en France qui dit oui, j'ai vécu une discrimination. C'est 26% des immigrés et c'est 31% des descendants de 2 parents immigrés. Ce qui veut dire que ce qu'on a vu, que les descendants d'immigrés peuvent être dans des situations plus difficiles que les immigrés sur un certain nombre d'accès à la vie sociale, c'est confirmé par leur propre expérience. Ils vont dire plus souvent que les immigrés qui sont exposés aux discriminations. Et vous voyez que, en fonction des origines, on va avoir des écarts extrêmement spectaculaires. C'est-à-dire qu'on a nos groupes usual suspects qui sont plus exposés aux discriminations que les autres. Et ça, quand on essaye de contrôler par les caractéristiques des personnes, on voit une chose qui est que les femmes déclarent beaucoup moins de discrimination que les hommes, à caractéristiques égales. Deuxième chose, que ce sont les diplômés du supérieur qui déclarent le plus de discrimination par rapport aux autres, ce qui est contre-intuitif. On pourrait penser que le diplôme ou la mobilité sociale protège des discriminations, c'est l'inverse qui se produit. Et troisième chose, les musulmans à origine égale déclarent plus souvent de discrimination que les autres. Donc il y a un effet de la religion sur l'expérience de discrimination à origine comparable qui est extrêmement fort. On trouve des éléments, je vais pas trop développer ici, venant de l'enquête Île-de-France en 2015, où on voit que les motifs de discrimination les plus souvent cités sont quand même l'origine, qui est le rouge ici, la couleur de peau, et de façon plus limitée la religion, mais on va retrouver quand même la religion déclarée par les personnes appartenant aux minorités visibles de la seconde génération ou de la première génération, beaucoup plus que les autres, parce que, en fait, quand on parle de discrimination à raison de la religion, c'est essentiellement les musulmans qui vont la déclarer. Vous voyez que la discrimination à raison du sexe est peu déclarée, c'est le bleu. Elle est beaucoup plus déclarée évidemment par les femmes que par les hommes, ça on s'y attendait, et on va trouver une sous-déclaration des discriminations à raison du sexe chez les minorités visibles, parce que leur expérience de discrimination ethnico-raciale a tendance à prendre le pas sur les autres motifs de discrimination. C'est-à-dire qu'il y a une telle attraction sur l'expérience de la discrimination à raison de l'origine ou de la couleur de peau que ça va supplanter en partie les autres formes de discrimination. Alors comme on a posé la question sur la couleur de peau, ou en tout cas des catégories de type ethno-racial, vous voyez ici que ça ne fait pas des différences extraordinaires selon qu'on calcule les discriminations fondées sur l'origine ou sur les deux catégories qui est est-ce que je me déclare comme asiatique ou est-ce que les autres me voient comme asiatique. On voit que la question de les autres me voient donne plus d'éléments de discrimination quand on est noir. C'est-à-dire c'est quand même quand les autres vous voient comme noir, on déclare plus de discrimination que pour les personnes qui se considèrent comme maghrébines ou pour les personnes qui se considèrent comme asiatiques. Donc il y a un gradient de l'expérience de la discrimination qui est plus fortement déclaré par les personnes qui se considèrent comme noires que par les autres, et encore plus quand elles pensent que les autres les voient comme noirs. Quand on compare les deux enquêtes, 2008-2015, est-ce que ça s'est amélioré ou pas la situation ? La mauvaise nouvelle, c'est que ça ne s'est pas du tout amélioré. D'une part, et vous le voyez ici, on a une progression, on a une progression extrêmement forte de la déclaration des discriminations à raison du sexe. 3% des femmes déclaraient des discriminations dans l'enquête Trajectoire et Origine en 2008, c'est 25% en 2015. Donc on a une augmentation spectaculaire qu'on peut expliquer, il y a deux façons d'expliquer ça. La première, c'est qu'il y a eu beaucoup plus de discrimination à raison du sexe entre 2008 et 2015. Grosso modo, pour ce qu'on en sait, c'est pas tout à fait le cas. Il y a eu des dispositifs d'intervention, il y a eu des débats. Il y a quand même une amélioration très limitée, mais néanmoins, on peut quand même plutôt parler d'une amélioration qu'une dégradation de la situation
des formes de discrimination en raison du sexe en France. Donc, c'est la deuxième explication qui est beaucoup plus parlante ici, qui est la prise de conscience des discriminations, c'est-à-dire la transformation de son expérience qui était auparavant expliquée en termes d'inégalité, qui devient expliquée en termes de discrimination. Les écarts de salaire, le comportement sexiste, les difficultés de promotion, les difficultés rencontrées pour les congés maternité, et ainsi de suite. On retrouve aussi une augmentation assez forte des discriminations en raison de l'origine, qui passe de 12% à 23%, et surtout des discriminations en raison de la religion, qui étaient très très peu déclarées en 2008, et qui deviennent très très fortes en 2015, 18%. Et quand on se restreint aux personnes qui se déclarent musulmanes, vous voyez qu'en 2008, 5% des personnes qui se disaient musulmanes disaient « j'étais discriminé à raison de ma religion ». C'est-à-dire que quand on a parlé de discrimination, on a parlé plutôt de discrimination à raison de l'origine que de la religion. Alors que en 2015, 40% disent « j'ai été discriminé à raison de ma religion ». Donc on passe de 5% à 40%. Ce qui veut dire que non seulement la prise de conscience de l'existence des discriminations à raison de la religion a fortement progressé entre 2008 et 2015, mais le contexte autour de la présence de l'islam en France et en Île-de-France a montré une très forte aggravation aussi des tensions. Alors la question des attentats évidemment, mais pas seulement. C'est tous les débats autour de la laïcité, de la visibilité de l'islam, et ça se traduit dans les déclarations des enquêtés par une très grande sensibilité à ces expériences discriminatoires. Alors après ça, je ne vais pas commenter parce qu'on arrive à la fin, je vais devoir conclure. Pas commenter les variations par origine détaillées, mais on a posé d'autres questions qui sont assez intéressantes dans cette enquête, qui ne sont pas seulement sur l'amplitude des discriminations qu'on vient de voir, mais qui sont les conséquences qu'elles ont de façon plus invisible. C'est-à-dire que les discriminations, c'est pas simplement une difficulté à avoir un emploi, par exemple, qui se voit dans les taux de chômage, mais c'est aussi toute une série de stratégies qu'on doit faire pour essayer de compenser les désavantages auxquels on est confronté. Par exemple, on a posé une question, est-ce que ça vous arrive d'en faire plus que les autres pour obtenir la même chose? Par exemple, dans vos études, dans l'accès à l'emploi ou au cours de votre carrière. Et on a posé cette question en fonction de votre sexe, en fonction de votre origine, de votre couleur de peau, ou en fonction de votre religion. Et vous voyez ici que 16% des femmes disent qu'elles ont dû en faire plus que les autres à raison de leur sexe dans les études, 16% dans l'accès à l'emploi et 30% au cours de leur carrière. Donc il y a 30%, presque un tiers des femmes qui pensent que si elles n'en font pas plus que les autres, que les hommes donc, elles n'arriveront pas à avoir des trajectoires, des carrières, des promotions similaires. Ce chiffre-là est encore plus élevé pour les personnes issues des minorités qui vont dire que dans les études, dans l'accès à l'emploi et dans la carrière, 27%, 37% et 38%, elles doivent en faire beaucoup plus que les autres pour obtenir la même chose. Et ça, ça fait écho à beaucoup d'enquêtes plus qualitatives où on a des entretiens avec des enfants ou avec des adultes minoritaires ou en tout cas racisés qui disent que c'est quelque chose qu'elles apprennent très très vite, qu'il faut avoir une surcompensation parce que si on n'est pas exemplaire, si on ne fait pas beaucoup plus, eh bien, on n'arrivera pas à l'école, on n'arrivera pas dans la vie sociale à réussir ou en tout cas à accéder à ce qui est souvent plus facile à obtenir pour les autres. Et c'est vrai également du côté de la religion, vous voyez qu'on a des chiffres assez similaires, ce qui veut dire qu'il y a quand même tout un univers de désavantages. Et ici, l'intersectionnalité, elle fonctionne comme on l'a vu pour l'emploi, de façon inversée. C'est-à-dire que les hommes disent plus souvent que les femmes, les hommes des minorités visibles disent plus souvent que les femmes qu'ils ont dû en faire plus pour obtenir la même chose. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils sont plus sensibles ou en tout cas plus expressifs sur la question des discriminations que les femmes? C'est sans doute le cas, parce que c'est pas nécessairement réaliste du point de vue de ce qui se passe dans la société, mais c'est aussi, on l'a vu quand même, ça reflète assez bien quand même les réticences ou les difficultés que peuvent rencontrer les hommes dans leur vie sociale du fait de leur origine. Bon, là, la couleur est assez loupée dans la projection. C'est quand on regarde en fonction des caractéristiques
d'hétéro-identification, les personnes qui pensent qu'elles sont vues comme noires, comme arabes ou comme asiatiques, vous voyez qu'il y a des écarts extrêmement forts dans les déclarations par rapport aux personnes qui se déclarent, qui pensent qu'elles sont vues comme blanches. Donc on a cet élément qu'on a montré pour les origines est redoublé sur les questions de catégorie ethno-raciale. Il y a vraiment un impact extrêmement significatif dans beaucoup de domaines de la vie sociale. Et quand on pose des questions sur les micro-agressions, alors micro peut donner l'impression que c'est assez anecdotique, mais ça ne l'est pas, c'est-à-dire les propos misogynes ou sexistes, les propos négatifs sur la religion ou les propos racistes, vous voyez que 38% ou 40% même des musulmans disent qu'ils ont entendu fréquemment des propos négatifs sur la religion dans leur vie quotidienne. C'est quand même un niveau extrêmement élevé d'être exposé à des messages ou des comportements qui sont hostiles. Les propos racistes sont quand même moins fréquents. 22% des minorités disent qu'elles ont entendu des propos racistes à leur égard dans leur vie quotidienne. Et quand on regarde encore l'intersection sexe-origine, on voit que les femmes des minorités visibles rapportent moins de propos sexistes que la population majoritaire. C'est-à-dire que les femmes, 38% disent qu'elles ont entendu des propos misogynes ou sexistes, et les femmes des minorités visibles disent moins souvent que les autres qu'elles ont entendu des propos misogynes. Par contre, elles disent plus souvent qu'elles ont entendu des propos racistes ou des propos négatifs sur leur religion. Ce qui veut dire que là encore, on a une sorte de transfert. La question du sexe est moins saillante pour les femmes des minorités visibles que leur origine ou leur religion. Alors bon, je développe pas, mais c'est les lieux où ils se produisent, et on voit que dans les lieux qui se produisent, les lieux publics sont beaucoup plus saillants que les institutions, mais néanmoins, c'est pas négligeable quand même. Dans le cadre professionnel, on a quand même 15% des femmes qui disent qu'elles ont entendu des propos misogynes dans ce cadre-là. Enfin, et je termine là-dessus, quelles conséquences ça a ? Par exemple, les personnes qui sont exposées à ce type de traitement-là ou de circonstances peuvent éviter des lieux. Eh bien, quand on pose la question, 62% des femmes disent qu'elles évitent des lieux à raison de leur sexe. Bon, évidemment, c'est par exemple des transports publics le soir, ou des places, ou des rues, mais ça peut être aussi des cafés, d'autres lieux dans lesquels elles pensent qu'elles ne sont pas en sécurité, qu'elles sont exposées à des situations négatives qu'elles n'ont pas envie de connaître. 21% des minorités visibles disent qu'il y a des lieux qu'elles évitent, en raison de leur origine. Donc il y a quand même un univers de restrictions que l'espace du racisme et des discriminations construit, et ça a des incidences dans la vie quotidienne de façon assez significative. 33% des musulmans évitent des lieux à raison de leur religion. Alors, ça combine aussi peut-être des lieux qu'on n'a pas envie de fréquenter à raison de sa religion également, mais c'est aussi des lieux dans lesquels on n'est pas les bienvenus, et donc quand on pose la question est-ce qu'il y a des lieux dont on vous a refusé l'entrée, donc des lieux qui sont vraiment interdits, et là c'est des situations beaucoup plus rares heureusement, 5% des femmes, 13% des minorités, et 9% des musulmans disent qu'on leur a refusé l'entrée à raison de leur religion ou de leur origine, ce qui est peut-être pas si élevé, et heureusement, mais en tout cas, c'est quand même pas négligeable. 13% des minorités qui disent qu'on leur refuse des lieux en raison de leur origine. Ça peut être des cafés, ça peut être des boîtes de nuit, évidemment. C'est pas négligeable. Et enfin, la dernière question qui était des offres d'emploi qu'on évite, alors même qu'on a les compétences, parce qu'on anticipe des traitements discriminatoires. On voit également, là, c'est pas négligeable, ce qui veut dire qu'on incorpore et qu'on a des stratégies de diversion, ce qui veut dire que les discriminations ont des incidences extrêmement concrètes dans beaucoup de domaines et pas simplement dans le calcul brut de ces niveaux de discrimination. Alors en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que l'origine est un vrai handicap, en tout cas a des conséquences dans la vie quotidienne, dans l'accès aux biens et aux services. On a également des résultats qui montrent que, par exemple, les personnes d'origine africaine ou antillaise sont 50% à dire qu'on ne les voit pas comme des Français. Elles sont 70% à dire qu'on leur demande souvent d'où vous venez. Donc elles sont prises dans un univers dans lequel leur singularité, leur altérité est extrêmement perceptible, perçue et a des conséquences plus ou moins négatives dans leur vie sociale, ce qui veut dire que les discriminations ethniques et raciales sont une réalité plus ou moins perçue
plus ou moins anticipées par les minorités ethniques et raciales, mais qu'elles interpellent sur le fonctionnement de la société française. Et c'est justement là où, ce que j'ai dit au début sur la question de savoir comment on approche ces discriminations, nous sommes en gros dans une impasse depuis quelques années, qui est que elles sont perçues, vous avez vu, 80% des personnes interrogées pensent que ça existe, les discriminations, donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre ces discriminations? Pour l'instant, on a du mal à trouver des moyens qui vont au-delà de la formation et de l'éducation à l'antiracisme, ce qui est toujours utile, mais qui visiblement ne suffit pas à supprimer cet univers invisible, très diffus, très subtil, parfois violent et immédiat, que sont les préjugés et les stéréotypes qui génèrent ces discriminations. Et c'est ça que la France doit affronter aujourd'hui. Je dirais que c'est pas très spécifique à la France, parce qu'on va trouver, même si les Allemands pensent que c'est pas le cas, les situations assez similaires en Allemagne, en Angleterre, aux Pays-Bas, mais que cet enjeu-là qui se produit en Europe est très très mal pris en compte, et on pense souvent que le racisme c'est quelque chose qui existe aux États-Unis, mais c'est quelque chose qui existe aussi de façon très présente, de façon plus subtile peut-être, mais en tout cas très très concret pour les minorités en France également. Alors maintenant, j'ouvre le débat. J'étais un peu trop long, mais j'espère que vous aurez des choses à dire et des réactions. Je profite juste d'avoir le micro pour signaler qu'à l'Espace Mon Espace, nous avons un accès aux personnes qui sont en situation de handicap, parce que vraiment, ils peuvent... Oui, voilà, on avait l'impression que ça pouvait être vrai. Je l'ai dit gratuitement, je ne savais pas. Mais on a l'accès. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors, moi, il y a plein de questions. Tout d'abord, je voulais dire, j'ai vraiment apprécié la manière à travers laquelle vous questionnez l'intégration, le concept d'intégration, ce concept qui reste encore central en France. Et cette invisibilité, questionner l'invisibilité, ça permet vraiment de comprendre ce processus d'altérisation constant, je veux dire, à tous les niveaux. Comme j'ai dit, j'aurai plein de questions. Je me limite à 2, Après, on aura le temps après, peut-être. Vous avez parlé à un certain moment, effectivement, du passage des études du racisme à la discrimination. Est-ce que vous pourriez dire quelque chose en plus? Parce que j'aurais une question un peu plus précise. Est-ce que travailler sur les discriminations permet de mieux comprendre le racisme, parce que vous introduisez à la fin de votre discours la perspective intersectionnelle, et donc du coup, effectivement, ça ouvre plus la question comment ces axes interagissent, et on ne prend pas qu'en considération tous les discours que vous faites sur les femmes, etc. Là, il y aurait aussi des questions à poser. Et une autre question, c'est sur la catégorisation. Comment on peut sortir de cette impasse, parce que vraiment ça pose une question éthique et politique en même temps pour nous. Comme vous-même vous dites, les catégories sont là, on les utilise, mais nous, quand on commence à construire des catégorisations, on produit aussi, endurcit les identités mêmes quand on les utilise. Mais alors, comment on peut procéder dans la recherche? Là, je sais que je vais pour une discussion très large, mais c'est une question aussi politique, en fait, parce que c'est aussi des implications d'ordre éthique et moral qui sont derrière. Est-ce qu'on prend plusieurs questions C'est mieux de prendre plusieurs questions. Moi, j'avais une petite question. C'était, vous parliez d'intégration. Du coup, j'ai fait écho du coup à l'assimilation. C'est pas forcément du coup l'intégration va pas forcément le faire avec l'assimilation, mais je voulais vous entendre un petit peu sur des pays qui prônent le multiculturalisme. Je pense par exemple au Canada, ou finalement même par exemple aux États-Unis. Finalement, les États-Unis on dit que c'est multiculturel, mais si on regarde la définition, à la fin de la définition, il y a sans avoir à sacrifier leur identité particulière. Et du coup, on voit que le multiculturalisme, c'est pas forcément non plus la solution miracle, il n'y en a pas. Mais je voulais juste vous entendre un petit peu pour. C'est un peu bête de demander une comparaison, mais j'aurais bien aimé entendre quelques mots dessus, s'il vous plaît.
Merci pour ces questions. Vous avez le droit de faire des commentaires aussi, hein. C'est pas obligé que ce soit des questions, peut-être des points de vue et des choses à apporter. Alors, première chose sur le passage des études du racisme aux discriminations, c'est vrai que dans cette jonction des politiques à la fin des années 90, début des années 2000, les recherches en sciences sociales, c'était un petit peu avant, emparées de la question des discriminations. Et bon, je peux dire les choses de façon un peu caricaturale, mais c'est vrai que le racisme posait des problèmes, était un peu limitatif comme type d'approche, parce que il était souvent centré sur la question de l'idéologie. Et donc il réservait le terme de racisme à des situations de croyance dans les inégalités et les hiérarchies raciales, de considération sur les groupes raciaux eux-mêmes. Et donc les analyses du racisme, d'ailleurs en France, c'était quand même très philosophique et beaucoup moins sociologique, et laisser de côté tout un pan en fait de ce qu'on appelle maintenant discrimination, c'est-à-dire en fait les conséquences pratiques du racisme dans la vie quotidienne, qui ne sont pas nécessairement des insultes ou des violences à l'égard des personnes, mais qui sont des sélections tout à fait invisibles faites par des militants tout à fait convaincus de la cause antiracisme, et qui néanmoins vont prendre des décisions qui peuvent être défavorables à des personnes à raison de leur origine. Et c'était intéressant de faire ce pas de côté, parce que ça visait à éviter de dédouaner la société française. Souvent, dans les années 80, 90, on avait toujours cette espèce de conviction que les États-Unis étaient le pays de l'enfer racial, et que la France était un pays dans lequel la notion des droits de l'homme et de l'antiracisme était même un antiracisme d'État. Donc, en fait, la société n'était pas responsable, en fait. Il y avait des personnes qui étaient mal intentionnées. Ces personnes-là étaient à sanctionner, éventuellement à éduquer, mais la société ne produisait pas le racisme. Or, en fait, ce point de vue-là, il pose un problème, parce que du coup, il laisse de côté, en fait, la façon dont les structures même de la société produisent les discriminations, et elles les produisent. Donc, l'intérêt de passer par les discriminations, c'était de mettre en question le fonctionnement des institutions et des structures, de ne plus les dédouaner. Alors, en faisant ça, du coup, on a un petit peu édulcoré la dimension, la charge des responsabilités liées au racisme. Donc je pense qu'on est en train de faire une sorte de retour de balancier. On parle beaucoup plus de racisme, on revient à la question du racisme. Il est vrai aussi que le débat public, c'est de façon assez spectaculaire, à réactiver des discours racistes très directs. Ce qui s'est passé autour je suis en train de chercher son prénom, Taubira, c'est quoi son prénom ? Merci, Christiane Taubira, était quand même d'une violence et d'une expression raciste explicite qui était un peu tombée en désuétude et qui était revenue de façon très... Donc, bon, on peut combiner les deux, voilà. Et sur la question de la catégorisation, oui, mais je pense que j'ai essayé de l'aborder là, j'ai pas de solution, moi, personnellement, c'est un débat sans fin. Et c'est un débat qu'on a d'autant plus facilement en France, où on pense qu'on a dépassé la question des catégorisations. Donc on le mène pas de la même façon qu'aux États-Unis, où la catégorie est l'héritage des catégories liées à l'esclavage, qui ont ensuite été converties dans des catégories raciales, qui ont été utilisées au cours de la ségrégation jusque dans les années 60. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aux États-Unis en 64, comme en Afrique du Sud en 91, après la fin de l'apartheid, on aurait pu penser que les catégories raciales qui avaient été utilisées pour ségréger, dominer, exclure les minorités seraient abandonnées, parce que c'était au bénéfice des minorités d'abandonner ça. Et de fait, le NAACP aux États-Unis, ou l'ANC en Afrique du Sud n'a pas demandé la suppression. Il y a eu un débat. Et ils ont pensé qu'il était plus dommageable, du point de vue de la lutte contre le racisme, de ne plus avoir les catégories, c'est-à-dire de ne plus voir les effets du racisme qui continuent à exister, que d'invisibiliser les catégories qui étaient responsables du racisme. Donc ça, c'est des débats qui existent. Alors, de façon un peu caricaturale, on ne se rend pas compte qu'aux États-Unis, le débat n'a pas été porté par des milieux conservateurs qui étaient trop contents de pouvoir dominer les minorités, mais l'inverse. C'est-à-dire que ce sont les associations, les organisations antiracistes porteuses du message des minorités qui ont demandé à être identifiées. C'est le cas pour les catégories raciales des Afro-Américains, mais c'est le cas également des Latinos aux États-Unis.
la catégorie a été introduite dans le recensement sous demande des lobbies latinos. Et aujourd'hui, pour le recensement de 2020, les associations arabes, alors bon, ça s'appelle Middle East and North African, c'est-à-dire des originaires du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, réclament d'être identifiés dans le recensement. On peut dire que c'est complètement absurde. Enfin, c'est une stratégie très curieuse de demander, alors même qu'il y a Trump au pouvoir et que les politiques anti-musulmanes et stigmatisantes sont omniprésentes, c'est très dangereux de demander à être identifié dans le recensement. Et pourtant même, les mêmes organisations disent, mais si on ne nous met pas dans le recensement, on ne connaîtra pas les désavantages auxquels on est confronté de façon systématique. Et donc, on a besoin d'être identifié dans le recensement pour pouvoir bénéficier d'un certain nombre de droits et de montrer les écarts qui se produisent dans l'accès à un certain nombre de domaines de la vie sociale. Donc, on a des débats complètement différents aux États-Unis que ceux qui se tiennent en France. En France, je dirais que la grande difficulté, il y a des débats dans les milieux des sciences sociales, dans la recherche, avec des points de vue assez opposés sur la question des catégories, mais il y a surtout un absent complet, en tout cas pratiquement complet, qui n'y a pas de voix des minorités. Et donc la grande différence entre la Grande-Bretagne et la France, par exemple, sur ces questions de catégories, c'est qu'en Grande-Bretagne, il y a des associations représentant les minorités ethniques et raciales, les minorités religieuses, qu'elles sont très expressives et qu'elles interviennent dans le débat public et que les pouvoirs publics s'appuient sur elles pour mener des politiques. Or, en France, quand vous menez une politique de lutte contre les discriminations, avec qui les pouvoirs publics négocient? C'est avec les organisations antiracistes qui sont SOS Racisme, la LDH, le MRAP et la LICRA, qui ne sont pas, ça va leur faire injure, des organisations minoritaires. Des organisations de blancs qui parlent pour les blancs et qui disent il y a une visée universaliste. Alors il y a des minoritaires aussi dans ces organisations, mais qui ne sont pas très nombreux et surtout pas qui ne parlent pas au nom des minorités. Donc en fait, ces organisations parlent au nom de la société. Elles défendent la vision d'une société fraternelle, antiraciste, et c'est très bien. Mais elles ne parlent pas au nom des minorités. Or, dans les autres pays où existent les organisations parlent au nom des minorités et ce sont des interlocuteurs des pouvoirs publics. C'est pas exactement pareil. Donc il y a quelques organisations en France qui existent sur ce mode-là, le CRAN notamment, mais d'autres organisations qui sont celles qu'on qualifie aujourd'hui de l'antiracisme politique. Il y a des conflits très très forts entre organisations antiracistes sur la question de la stratégie. Et qui tournent aussi, pas seulement, mais qui tournent autour de cette question de la catégorisation, puisque par exemple la cristallisation du débat sur la question des personnes racisées, et rien que la terminologie elle-même, le ministre de l'Éducation a dit qu'elle était problématique, portait plainte contre un syndicat parce qu'il avait utilisé cette terminologie quand même, et de même d'avoir des réunions non mixtes, c'est-à-dire de prendre non seulement de prendre les catégories au sérieux, mais de les transférer comme une pratique politique, ça aussi, ça fait débat. Donc on voit bien qu'on est en permanence dans des débats autour de l'universalisme, de la question des luttes et de la façon dont elles peuvent s'exprimer, et ça prend appui sur cette question des catégorisations. Donc tout ça, c'est un peu un tout, et ça complique considérablement l'affaire. On peut faire quand même des recherches où on fait des catégories, tout le monde fait des catégories en permanence, qu'elles soient statistiques ou pas statistiques, mais elles sont souvent débattues. Et puis, sur la comparaison avec le Canada, j'en ai fait un petit peu là, le Canada, il est évident, il me semble, que ce qui singularise l'expérience de la plupart des pays européens, des pays d'Amérique du Nord et de la Grande-Bretagne qui fait partie de ces pays-là, c'est cet horizon multiculturaliste. Et je pense que ça fait une très grande différence dans la façon d'incorporer la diversité dans les structures sociales et dans les discours politiques et la transformation de la société. Il y a plein de défauts au multiculturalisme, c'est indéniable. Le multiculturalisme politique, de fait, il n'existe pas vraiment. Enfin, il y a des discours multiculturalistes, c'est pas nécessairement des politiques très très abouties qui sont mises en place, mais elles ont au moins une fonction qui est que l'assimilation n'est pas l'horizon. Or, il me semble que même si on dit qu'on fait des politiques d'intégration qui ne sont plus de l'assimilation en France, en réalité, on n'est pas très très loin du message d'assimilation quand même. Et pour le dire, dernier mot, pour le dire de façon très synthétique, si l'assimilation, c'est la transformation complète des nouveaux venus qui doivent pénétrer à l'intérieur du corps collectif en se transformant complètement et en abandonnant leurs particularités,
sans transformer la société. Ça, c'est l'idée de l'assimilation. L'idée de l'intégration, c'est que la transformation se produit, mais la société est transformée quand même par cette opération. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de négociation, il y a une sorte de interaction, donc c'est moins, je dirais, univoque que dans le cas de l'assimilation. Donc on est dans ce modèle-là en France, mais on voit bien que les désaccords qui existent aujourd'hui, et depuis maintenant une trentaine d'années, sur la question de l'intégration, montrent que la question de la révision des normes, qui est capable de définir les normes et qui a le droit de les faire évoluer, est au cœur de ces débats. Ce qui se passe autour de l'incorporation de l'islam dans la société, c'est ça. Ce qui se passe autour de la façon de raconter l'histoire, c'est ça. Ce qui se passe autour des pratiques publiques, c'est ça aussi. C'est-à-dire jusqu'à quel point on peut exprimer autour de son ethnicité ou de sa religion ou de sa race, sans que ça soit en désaccord avec les normes collectives. Et ça, ces débats-là, ils sont en cours, ils sont plutôt positifs, parce que c'est bien qu'il y ait des débats et qu'il y ait des conflits, c'est pas nécessairement négatif, mais on voit qu'on est dans un retour extrêmement rigide et, je dirais, assez réactionnaire à l'égard de la diversité, toutes les théories du grand remplacement, bref, toute cette vision-là est une vision qui est d'hostilité directe à l'égard de l'expression de cette transformation de la société française. Oui, c'est peut-être tout à fait hors sujet, mais je me demandais si cette histoire de catégories avec lesquelles on accepte de travailler ou pas, selon qu'on est d'un côté de l'Atlantique ou pas, n'était pas en rapport avec une histoire de l'étoile jaune en France, qui est quand même historiquement une drôle de catégorisation et qui a servi à ce qu'on sait. Et du coup, je me demandais, mais alors, qu'en est-il en Allemagne? Est-ce qu'ils font des catégories en Allemagne? Parce que je crois que vous avez montré un tableau où apparemment les discriminations sont identifiées comme plus faibles en Allemagne qu'en France. Et dernier petit point, est-ce que ce diagramme-là n'aurait pas aussi à voir en interaction avec le positionnement de Mme Merkel et l'immigration et le discours qu'on nous sert en ce moment en France avec la même question de cette même immigration? Voilà, merci. Bonsoir. Moi, j'avais une question par rapport à la discrimination positive. Je sais que quelques universités des États-Unis établissent des quotas assez stricts pour avoir certaines minorités, comme vous l'avez rappelé, avec des catégories très strictes qui s'utilisent. Mais je voulais savoir si en France, il y a une volonté d'établir ces genres de quotas dans les universités publiques ou privées, et s'il y a des résultats, notamment au niveau des États-Unis. Merci. Je vais peut-être commencer par ça, puis je terminerai sur la question de l'étoile jaune, qui est une question importante. De fait, il n'y a plus de quotas aux États-Unis, ils sont illégaux. Donc il y a eu dans les années 60, juste après la fin de la ségrégation raciale, après le mouvement des droits civiques, des quotas dans l'accès à l'université pour accélérer l'arrivée des minorités raciales dans les universités les plus sélectives, hein, les plus prestigieuses. Ces quotas ont été arrêtés assez rapidement dès le milieu des années 70. Et il y avait des politiques préférentielles, mais qui n'étaient pas sur des quotas, c'est-à-dire qu'on donne un avantage aux minorités raciales dans l'accès, dans les sélections. Mais ces avantages-là ont commencé aussi à être discutés, et il y a eu plusieurs décisions de la Cour suprême qui ont rendu illégale l'utilisation de même la catégorie raciale dans les sélections à l'université. Et donc aujourd'hui, on est dans un système qui est un petit peu bizarre. Plusieurs États ont carrément abandonné complètement la politique de discrimination positive fondée sur la race et utilisent ce qui se fait un peu en France, c'est-à-dire en fait des logiques territoriales. Alors, il se trouve que, par exemple, le Texas a des quotas de 10% 10% des meilleurs élèves de chaque lycée ont un accès privilégié à l'université fédérale, enfin à l'université du Texas à Austin. Compte tenu de la ségrégation extrêmement forte au niveau des lycées, les 10% sont soit complètement blancs, soit complètement latinos ou complètement noirs. Donc du coup, ils retrouvent plus ou moins des quotas raciaux à travers des quotas de lycée. Mais c'est ce que fait Sciences Po. Sciences Po a des quotas
de lycées, de filières de recrutement pour des conventions ZEP, enfin qui s'appellent plus ZEP maintenant, mais bon, territoriaux, avec l'idée que, bon, quand même, dans ces lycées-là, on va trouver quand même un peu plus de minorités, même si on ne le dit pas, et c'est ça qui va permettre de diversifier aussi l'accès dans l'université. Bon. Aux États-Unis, donc, on a commencé à avoir des réductions très fortes de l'affirmative action, et là, il y a encore des décisions de la Cour suprême à venir, et probablement, on va supprimer complètement l'affirmative action dans les universités. Dès qu'on a supprimé les politiques les plus affirmatives, on a vu baisser les proportions des minorités dans ces universités. À Harvard, ça a été immédiat. Dans les universités de Californie, ça a été immédiat. Et donc, en fait, quand on ne fait pas ces politiques-là, le jeu naturel de la sélection et des difficultés de carrière dans l'enseignement des enfants des minorités raciales se traduit par une diminution de leur présence. Bon, Obama a toujours dit qu'il avait fait une carrière relativement spectaculaire à Harvard parce qu'il était sélectionné sur l'affirmative action. Il a jamais dit le contraire, et donc il a toujours soutenu l'affirmative action. Alors, en France, bah non, on n'a jamais imaginé, ni dans l'université ni ailleurs, faire des quotas fondés sur l'origine. D'abord parce qu'on n'aime pas les catégories, ce qui est une première raison, et on les a pas. Mais même sur le principe, on peut faire des formes de discrimination positive fondées sur le territoire. Donc on a des politiques de discrimination positive territoriale sur les quartiers dits en politique de la ville, mais on n'a pas ça fondé sur l'origine. Non. Il y a eu une seule fois un dispositif qui s'appelait le parrainage pour l'accès à l'emploi, où le fait d'être d'origine immigrée était un critère qui était utilisé de façon plus ou moins subreptice, parce que personne n'était capable de dire comment calculer l'origine immigrée, mais c'était le seul dispositif officiel qui a vraiment mis l'origine dans le dispositif. Donc non, ça n'existe pas, et globalement, il y a une très grande réticence à l'idée de la discrimination positive. Pour le dire comme ça, le débat a été tellement passionné et hostile qu'aujourd'hui, faire des propositions de discrimination positive, c'est très compliqué. Y compris la parité en politique. On a posé la question dans l'enquête, est-ce que vous êtes pour l'accès réservé à des femmes en politique? Plus de 50% des personnes interrogées disent non. Alors, je ne sais pas si elles se rendent compte que ça existe déjà, mais elles sont contre. Donc, il y a vraiment une grande hostilité. Alors, pour terminer sur la question de l'étoile jaune, oui, c'est vrai, le débat qu'on a aujourd'hui sur les catégories a quelque chose à voir avec ce qui s'est passé avec les lois raciales sous Vichy en 1941. Ça a à voir aussi, et ça c'est quand même plus important, il me semble, enfin pas plus important dans ses conséquences, mais plus important dans la filiation, avec les catégories coloniales. C'est-à-dire qu'en fait, la France a eu une politique raciale dans les colonies, a fait des catégories raciales dans les colonies. Or, il se trouve que c'est parce qu'il y a eu cette histoire que si on veut la défaire, on est obligé de repasser par les mêmes mécanismes. On ne peut pas défaire l'histoire sans affronter son passé. C'est ce qu'a dit Obama dans son discours de Philadelphie pendant sa campagne électorale lorsqu'il a été élu la première fois. Il a dit « le passé n'est jamais passé ». Or, dans le cas français, on a cru on a fait la décolonisation, enfin, la décolonisation a été imposée, la décolonisation passe, on fait « ah bah ça y est, c'est fini ». On a fait des trucs affreux, mais c'est fini. Ben non, c'est pas fini. C'est pas fini, parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont discriminés sont évidemment les anciens ressortissants de cet empire colonial. C'est-à-dire que les catégories qui ont été employées, mises en œuvre de façon très systématique dans cet empire colonial et pendant de nombreuses décennies, voire siècles selon les cas, eh bien, elles ont des conséquences de très long terme. Donc, on est confronté à la réactivation de ces catégories, parce que pour la première fois dans l'histoire, il y a une confrontation interethnique et interraciale en France. C'est-à-dire que jusqu'ici, les immigrations étaient des immigrations européennes de proximité, sur lesquelles il y a eu du racisme, anti-polonais, anti-italien, absolument certain, dans des termes relativement similaires finalement au racisme que connaissent aujourd'hui les personnes d'origine maghrébine ou africaine. Mais ce racisme anti-italien et polonais a eu une durée extrêmement courte. C'est-à-dire que les secondes générations sont devenues très rapidement complètement invisibles. Or, ce qui est singulier dans le racisme anti-maghrébin et anti-africain, c'est que ça se répercute de génération en génération. Le fait d'avoir grandi en France ne change rien. Le fait même d'être les petits-enfants des immigrés maghrébins arrivés dans les années 50 ne met pas à l'abri des stigmates et des discriminations qu'on va pouvoir
connaître en fonction de son origine. Donc il y a une singularité qu'il va falloir qu'on documente aujourd'hui, c'est-à-dire que le mécanisme du modèle français d'intégration, il marche bien avec des blancs, pour le dire comme ça. Et il marche moins bien quand il y a des éléments qui renvoient des personnes à leur altérité et que cette altérité-là sert de support à ces politiques ou à ces pratiques de discrimination. Donc c'est vrai que l'histoire des Juifs dans la Seconde Guerre mondiale et de l'Étoile jaune a un impact sur la volonté de ne pas faire des catégories, et on a raison compte tenu de cette histoire. Simplement, l'histoire de l'Étoile jaune, c'est une politique d'État de racisme. Or, aujourd'hui, on parle de politique d'antiracisme. Et c'est vrai que ça ressemble, mais les objectifs sont radicalement opposés. Et donc, il y a quelque chose d'un petit peu... je dirais c'est un sophisme de dire « Ah bah oui, mais alors maintenant, si on fait les mêmes catégories qu'on a fait pour discriminer, pour ne plus discriminer, alors ça veut dire qu'on fait la même chose. » Non, justement, on fait l'inverse. Et si on croit que c'est la même chose, on se trompe. Aux États-Unis, quand on garde les catégories raciales en 65 et en 66, ça n'est pas pour faire la ségrégation, c'est pour défaire la ségrégation. Et c'est pas parce que ces catégories-là ont été utilisées dans le cadre de la politique d'État de ségrégation qu'elles ont perdu leur valeur en termes de lutte contre le racisme. Et c'est la même chose au Brésil, ou la même chose où il y a des quotas dans l'accès aux universités, par exemple, pour lutter contre les discriminations fondées sur la couleur. C'est la même chose en Afrique du Sud. Donc on pourrait penser que ces pays-là décident, vu les méfaits historiques attestés de ces catégories-là dans la vie des gens, on pourrait dire la première chose à faire, c'est qu'il faut s'en débarrasser. Ben non, parce que si on s'en débarrasse, la vie sociale n'est pas spécialement plus égalitaire, et par contre on ne voit plus, ou en tout cas on ne peut plus voir dans la même façon, les discriminations qui se produisent. Donc c'est ça qui nous est posé, et je vais conclure parce que je vois qu'on est en train de déraper. Je crois que c'est un dilemme sur lequel moi j'ai pas de solution, et d'ailleurs à titre personnel j'ai absolument pas envie de prendre le flambeau pour dire il faut faire des catégories, il faut faire des catégories. Moi je l'ai fait dans mes enquêtes, je vous demande pas à vous de vous enregistrer à l'état civil avec des catégories raciales, que ce soit bien clair. Mais si nous avons un débat collectif et démocratique sur comment on fait pour lutter contre les discriminations, je suis d'accord de m'enregistrer comme blanc. Je suis d'accord de le dire parce que je sais que dans ma vie sociale, j'ai un avantage permanent et je peux me cacher derrière mon petit doigt en disant oh, c'est pas très sympa de dire blanc, ça veut rien dire, je me sens pas blanc. Alors c'est vrai, je me sens pas blanc. Mais ça n'empêche que je suis sociologue et je sais que tout en ne me sentant pas blanc, je sais que je bénéficie parce que vous m'avez vu comme ça. Et que à chaque fois que je vais faire quelque chose avec des policiers, avec des agents X ou Y, eh bien cet élément-là fait partie des éléments qui prennent en compte quand je vais chercher un emploi, quand je vais demander un prêt à une banque, eh ben, ça fait partie des éléments qui sont dans mon dossier. J'ai pas besoin de le dire, j'ai pas besoin d'en faire état, on se comprend. Et ça, c'est quelque chose que je suis prêt à mettre sur la table, mon avantage. Je parle pas trop mon anglais quand même, mais je veux bien mettre mon avantage sur la table, et je pense que c'est ça le débat sur les discriminations, c'est arriver à discuter sur qu'est-ce qu'on est prêt à perdre comme avantage pour renégocier les conditions dans lesquelles on a accès à différents domaines de la vie sociale. Voilà.